Alors écoutez, on est dans un endroit assez incroyable parce qu'à la place des murs, il y a des tableaux Velleda géants avec plein de choses écrites au feutre et des choses auxquelles je ne comprends strictement rien. Alors Anne, avant de vous rencontrer, je m'attendais à rencontrer une designer. Et en fait, j'ai l'impression d'être face à une prophétesse. Comment ça se fait, ça? Une prophétesse, ça, on ne me l'avait encore jamais fait. Eh bien, tout simplement parce que nous travaillons sur une vision. Et peut-être que c'est cet aspect-là qui vous fait évoquer cette notion de prophétesse. C'est vrai qu'un designer ou une designeuse, ça c'est une question encore ouverte, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui imagine finalement comment on pourrait améliorer notre quotidien, le quotidien qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de design, peut peut-être se manifester autour de chaises, de tables, d'environnements de déco. C'est un peu comme ça qu'en France on le voit. Bien évidemment, c'est pas mon monde. Moi, c'est le monde économique, industriel, voire jusqu'à peut-être le monde économique et politique. C'est-à-dire transformer la vie, transformer la façon dont on pourrait mieux intégrer la technologie, comment on pourrait mieux vivre la technologie en la prenant avec conscience et en développant finalement des expériences de vie, en les designant, là dans le terme vraiment leur donner forme, y construire des interactions qui font du sens pour l'humain, pour l'homme, pour nous tous. Donc c'est peut-être à ce titre que vous m'appelez comme ça. Mais oui, et c'est parce que quand on vous entend parler, on a le sentiment d'abord que vous êtes habité par quelque chose de très fort et aussi que vous êtes très en avance par rapport au reste de la population et que presque vous prêchez. Alors, je crois qu'en effet, un des traits, un des caractères qui est contenu dans la proposition de designer, c'est celui de désigner. Désignare en latin, c'était le dessin, EIN, qui était d'ailleurs porté par le dessin IN, c'est-à-dire avec la main et la façon de traduire la vision sous la forme de perspectives, sous la forme de petits croquis, sous la forme peut-être parfois de dessins beaucoup plus élaborés, jusqu'à de l'art. Très clairement, on est dans une approche qui se dit d'être une projection de ce que l'on voudrait de mieux pour l'humanité. Et c'est ce qui est contenu dans le mot design. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce métier. Bien plus que peut-être la manifestation plus communément imaginée du design, qui est du style, par exemple le style automobile dont je viens, mais aussi le style de vêtements ou le style des objets. C'est bien plus que ça. Parce que vous avez eu une vocation pour le design, c'est-à-dire que le design vous a appelé d'une certaine façon. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a appelé finalement dans ce métier ? Je crois que petite fille, j'étais en colère très très tôt. Dès que quelque chose n'était pas bien fait ou ne fonctionnait pas ou ne me plaisait pas à l'œil, je le déplaçais, je le transformais. J'avais cette volonté de changer ce qu'il y avait autour de moi et d'être naturellement en résistance avec les choses qui étaient mauvaises, pas belle, et en amour total, en osmose totale avec ce qui était beau. Cette passion a probablement, j'ai dû l'avoir très jeune. Je n'ai pas tout de suite compris d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie. J'ai fait des études classiques, plutôt mathématiques. Je travaillais bien à l'école, donc on me disait tu seras scientifique. On m'a tout prédit, scientifique, ingénieur, parce que ça c'est bien évidemment ce que tous parents rêvent lorsqu'ils ont... Et c'est malheureux, c'est très malheureux. Sauf que j'avais quelque chose de très intime en moi, c'était le dessin. J'adorais dessiner et je ne dessinais pas juste pour me faire plaisir, je dessinais le monde autour de moi pour le dessiner exactement comme je le souhaitais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le design, un peu par hasard, puisque j'ai fait d'abord les beaux-arts, et puis c'est vraiment des rencontres. C'est des rencontres avec des personnes qui m'ont indiqué qu'il y avait, pour des gens comme moi, des voies particulières. J'ai découvert le design industriel qui était à peine émergent en France, qu'on appelait esthétique industrielle à l'époque, dans une école créée par Jacques Viennot dans les années 50, au moment où justement on était au cœur de la transformation industrielle de nos vies, avec des objets qui nous entouraient de manière parfois pas toujours très équilibrée, très harmonieuse. Et donc de pouvoir agir sur ces objets était un moyen pour moi finalement de trouver... une manifestation de ma colère qui se trouvait finalement instrumentalisée vers quelque chose qui était positif. Et ça, c'était important. Alors, c'est drôle que vous parliez de colère, parce que quand on vous rencontre, on ne la sent pas du tout. Alors, est-ce qu'elle a disparu finalement, définitivement, au profit de l'amour du monde, ou est-ce qu'elle résiste encore un petit peu ? Ça, c'est une question intéressante. En réalité, elle existe.
C'est un feu intérieur, c'est ce qui me bouge intérieurement. Et bien évidemment, c'est un feu qui couve en permanence. Par contre, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance au regard de ma carrière. C'est que à tout moment, justement, où je souhaitais poser cette colère, j'ai trouvé des médias au sens large du terme, pour concrétiser, réaliser des changements. Travailler auprès de grandes industries comme l'industrie automobile, où vous avez tous les moyens de la Terre, pouvoir voir survenir la révolution 3D numérique qui vous permet finalement de vous donner encore plus de pouvoir, puisque lorsque vous dessinez de manière virtuelle, dans le mot virtuel, il y a virtuellement tous les possibles. Donc c'est vrai, c'est à la fois le terme philosophique, mais aussi la capacité d'imaginer tous les objets de la Terre, alors que ceux-ci ne sont pas encore manifestés de manière physique chez les gens, ou dans la rue, ou dans nos villes. C'était donc pour moi une chance. Et donc, elle a été canalisée, cette colère, dans cet exercice, cette énergie que j'ai mise à transformer les objets industriels sur lesquels j'ai travaillé. Quand je travaillais chez Renault, j'ai eu la chance à travailler sur des concepts architecturaux qui transformaient la façon dont les gens avaient l'usage de la voiture familiale en particulier. Quand j'étais chez General Motors, j'ai pu transformer véritablement les value propositions des marques, enfin la proposition de valeur au sens valeur humaine et non pas valeur financière, bien sûr, bien que ça soit complètement associé, bien évidemment. Et donc cette chance a fait que cette colère peut-être n'apparaît pas parce que je suis épanouie. Parce que chez Dassault Systèmes, je fais aussi la même chose. J'ai des moyens absolument considérables. On vit le futur au quotidien. Et donc, cette colère se trouve juste un aliment. Alors, il y a juste encore un petit moment où on sent que la colère pourrait affleurer, c'est quand vous parlez de marketing. Est-ce que, par hasard, Anne, vous ne seriez pas légèrement subversive ? Je dirais qu'en effet, j'accepterais le terme, en effet, mais de manière douce, influente. Absolument pas provocante, ni même révolutionnaire. Révolutionnaire peut-être dans la réflexion, dans la volonté à faire prendre conscience, en montrant, dans l'action, en montrant, puisque c'est quand même assez intéressant. Nous, les designers, on a la capacité de donner à voir, à démontrer. Et avec les univers virtuels, on fait bien plus que de l'image ou du film ou de la vidéo. On peut mettre les gens en immersion avec la proposition. Et si la proposition n'est pas bonne, vous savez, en tant qu'être humain, on a des capacités de réaction, on a des capacités d'analyse. On sait très très bien quand c'est pas bon. Et si vous donc convoquez ce qu'il y a de meilleur chez l'humain par une immersion vers ce qui pourrait être de mauvaises propositions, ils vont réagir. Donc je crois qu'on a, de ce point de vue-là, une capacité de transformer cette colère et cette frustration que le monde qui nous entoure n'est pas forcément fait pour notre seul bénéfice, mais qu'il pourrait être éventuellement orienté pour nous abrutir ou éventuellement nous amener à faire des choses qu'on n'a pas forcément besoin de faire. Je veux pas revenir sur tout ce débat sur les algorithmes et cette façon de voir comment le monde numérique prend tout ce qu'il y a d'important de notre humanité et de notre capacité à penser. Je pense que nous, les designers, on peut apporter à la plupart des gens des moyens finalement de se représenter ce qu'ils sont véritablement en train de faire. Alors c'est vrai que c'est à double tranchant, ça peut être utilisé à votre détriment, et c'est ce vers quoi véritablement je me bats, pour que finalement les mêmes moyens technologiques soient plutôt utilisés pour designer des futurs souhaitables, préférables, que de donner finalement des moyens encore supplémentaires au marketing, de nous imposer ce qui ne nous intéresse absolument pas et dont on n'a absolument pas besoin. Vous avez dit que vous étiez subversif de façon à la fois douce et influente. Est-ce que ce ne serait pas une bonne définition finalement des qualités féminines ? C'est vrai que en tant que femme, quand on a une idée en tête, c'est mon cas, mais c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Vous avez plutôt 1 milliard d'idées en tête, si je peux me permettre. Peut-être, mais je ne crois pas être la seule. Je pense que c'est surtout que moi, j'ai trouvé les moyens de les exprimer, ce qui est une chance, encore une fois, que j'ai saisie. C'est peut-être la chose qui me... Mais en effet, cet aspect féminin, on vit dans un monde de domination masculine. Je ne reviendrai pas là-dessus, Bourdieu l'a très bien expliqué, et nous sommes donc le différenciant. Nous ne sommes pas l'axe central neutre.
Et c'est évident que lorsque vous voulez apposer une solution qui est vue subversive parce qu'elle n'est pas dans le standard de la société, vous devez œuvrer avec beaucoup de délicatesse. Et je crois aussi que sincèrement, sans être vraiment une valeur féminine, ça peut être une valeur que les hommes portent. Je crois que les vraies transformations sociales sont beaucoup plus durables lorsqu'elles sont faites avec une adoption des gens. Quand on parlait précédemment de la dimension technologique qui nous entoure, aujourd'hui on vous résout tous vos problèmes avec une réponse technique, ce qui est une aberration. La réponse technique n'est jamais qu'un moyen. Ce qui est le plus important, c'est de s'assurer que cette réponse technique va rentrer de manière douce et durable dans les usages, dans notre société au quotidien, et soit adoptée avec raison, soit adoptée avec le cœur, avec les émotions et pas seulement avec la raison. Et c'est ça qui fait que notre société sera transformée. C'est de l'ordre de la culture. C'est très certainement pas de l'ordre de la technicité. Donc avec vous, c'est le cœur au pouvoir finalement, si j'ai bien compris. Oui, le cœur, mais aussi les yeux, le regard, la vision, c'est important. Merci beaucoup Anne. Merci, merci Pia.